Petite histoire de la dépendance. Une capsule de mise à jour des connaissances proposée par l'Institut universitaire sur les dépendances. La dépendance. C'est un mot que nous entendons souvent au point où nous avons l'impression qu'il a toujours existé. Mais en vérité, l'utilisation actuelle que nous faisons du terme dépendance est le résultat d'une longue évolution et de plusieurs siècles de recherche scientifique. Pour mieux comprendre d'où vient ce mot qui nous semble si familier, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. Commençons par nous rendre au 16e siècle. À cette époque, l'usage de substances est très répandu, mais l'offre est limitée à ce qui est disponible localement. Les substances consommées sont utilisées dans un cadre traditionnel et sont profondément liées à la culture et à la façon de vivre en société. En Europe, par exemple, le vin et la bière sont ancrés dans la tradition depuis des millénaires et font partie des habitudes alimentaires quotidiennes. Ils sont associés à plusieurs rituels et remplacent souvent l'eau, qui n'est pas toujours potable. Bien sûr, même s'il est commun de consommer du vin en quantité, ça n'empêche pas une certaine partie de la population d'abuser de cette substance. Toutefois, à cette époque, ce comportement n'est pas interprété comme un problème de dépendance, mais comme un problème moral. En effet, dans le monde judéo-chrétien, on considère ces personnes comme des pécheurs présentant des vices ou même des victimes de tentations démoniaques. Au 19e siècle, ces modes de vie traditionnels sont bousculés par la colonisation et l'industrialisation. À cette époque, les échanges internationaux se développent et des guerres commerciales débutent entre les pays. Ces guerres se jouent, entre autres, autour de la distribution de substances psychoactives. L'opium et de nombreuses autres substances psychotropes se répandent alors en Occident. Ces nouvelles substances n'ont pas de place traditionnelle dans les cultures et sont découvertes à une période où la société vit des transformations majeures. L'arrivée du travail en usine, l'exode rural et le déclin de l'influence de la religion forment un terrain fertile à la diffusion et à la consommation de ces nouvelles substances, et celles-ci font de plus en plus d'adeptes. Au fur et à mesure que ces substances émergentes sont consommées, les abus et leurs effets négatifs commencent à faire polémique. Des mots sont alors créés par le corps médical pour désigner ces comportements qui sont alors considérés comme pathologiques. On commence par définir l'alcoolisme en 1849, puis quelques années plus tard, le morphinisme ou encore le cocaïnisme. En 1853, Renaudin propose de réunir ces nouvelles pathologies dans une catégorie plus large qui regroupe toutes les intoxications dont la substance serait la cause. La dépendance est alors perçue comme un processus biologique. Pour illustrer l'effet de la substance sur l'individu, on utilise l'image de l'hameçon, hook en anglais. Selon cette image, c'est la substance qui accroche celui qui la consomme, le rendant ainsi dépendant. En 1880, le terme toxicomanie voit le jour et regroupe toutes les dépendances aux substances psychoactives connues. Le terme est formé du préfixe toxicon, qui veut dire le poison, et du suffixe manie, qui veut dire la folie. La toxicomanie est donc définie comme une maladie mentale, une folie du poison. Cette nouvelle vision offerte par la notion de toxicomanie va stimuler la recherche scientifique tout au long du 20e siècle et permettre de rapides et importantes avancées. En 1964, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'abandon du terme toxicomanie au profit de celui de dépendance. En 1975, Peel et Brodsky évoquent alors l'idée que cette dépendance ne serait pas seulement une réponse biologique à un stimulus, mais plutôt un comportement d'ajustement de l'individu à son environnement. Ainsi, ce ne serait pas la substance en elle-même qui serait recherchée, mais bien l'expérience qu'elle fait vivre à l'individu qui la consomme. Cette nouvelle conception renverse la compréhension de la dépendance, qui passe d'un phénomène biologique à un phénomène fondamentalement psychosocial. C'est à la suite de ces travaux que le terme addiction commence à être utilisé en français pour évoquer la composante psychologique de la dépendance. Le mot addiction est un terme anglophone d'origine latine qui désigne un acte juridique visant à punir les personnes endettées. Le débiteur était alors addicté à son créancier, c'est-à-dire donné en esclavage jusqu'à l'acquittement de sa dette. Le concept d'addiction est souvent utilisé en Europe, alors qu'au Québec, on utilise le terme dépendance. Cette nouvelle perspective permet de comprendre différemment les personnes dépendantes. En 1986, cette idée inspire Jacobs qui démontre par ses recherches que les conduites addictives sont en réalité des tentatives d'autotraitement face à une souffrance ressentie par l'individu. Jacobs met également en lumière un autre aspect important de la dépendance, soit
L'idée de vulnérabilité selon laquelle tous les individus ne sont pas égaux face à la dépendance. Cette vulnérabilité peut être liée à des facteurs biologiques tels nos gènes ou à des facteurs environnementaux tels la disponibilité de la substance. Nous entrons alors dans un modèle plus complexe dit biopsychosocial. 4 ans plus tard, en 1990, Goodman propose de définir le trouble addictif en termes généraux. Cette nouvelle conception est présentée comme une grande catégorie de troubles communs à toute forme de dépendance. C'est cette définition qui sert de référence aux critères diagnostiques couramment utilisés aujourd'hui. Toutefois, même si le travail de Goodman reste une référence lorsqu'on parle de dépendance, ça ne veut pas dire que la définition de la dépendance n'a pas changé depuis 1990. En effet, la publication de la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux en 2013 apporte quelques modifications importantes. Dans l'édition précédente, on considérait 2 catégories de troubles: les abus de substances et les dépendances aux substances. Or, avec le DSM-5, il n'existe plus qu'un seul trouble, le trouble d'utilisation de substances, qui peut avoir une intensité variable. Cette nouvelle version du manuel ajoute également la notion de craving dans les critères diagnostiques, c'est-à-dire le désir impérieux de consommer. Enfin, un changement majeur est l'entrée du jeu d'argent pathologique dans la catégorie des troubles addictifs. Auparavant, le jeu pathologique était classé dans les troubles du contrôle des impulsions, tout comme la pyromanie. Désormais, dans le DSM-5, le jeu d'argent pathologique devient le premier trouble d'une nouvelle catégorie, les dépendances sans substance. On doit ce changement aux recherches en neuroimagerie qui ont démontré que le cerveau des joueurs réagissait de la même façon que celui de consommateurs de substances. Ces nouveautés apportées par le DSM-5 ne sont toujours pas les dernières en date. En 2019, la 11e version de la Classification internationale des maladies, CIM-11, définit à son tour une nouvelle dépendance sans substance, le trouble du jeu vidéo. Comme nous venons de le voir, la conception de la dépendance telle que nous la connaissons aujourd'hui fait partie de notre histoire récente. La définition que nous en avons se modifie en fonction de l'évolution de nos connaissances, de nos modes de vie et de nos sociétés. Elle est le résultat de notre compréhension de ces troubles, mais aussi de notre façon de les accompagner et de les traiter. Beaucoup de recherches sont actuellement en cours et les débats entre experts sont fréquents concernant ces nouvelles formes de dépendance. Nous pouvons donc nous attendre à ce que de nouvelles innovations viennent encore modifier notre vision de la dépendance dans les années à venir.